Allô Internet, aujourd'hui je vous retrouve pour une histoire de disparition très mystérieuse. C'est vraiment dans le style de Maura Murray. Vous savez à quel point je suis impliquée dans la disparition de Maura Murray. Impliquée de loin, là, j'ai pas fait de recherche ni rien. Mais celle-ci est vraiment dans le même style et pareil de mystérieuse. Je pense que ça va être une vidéo assez longue. J'aime ça vous montrer mes notes là, mais ça, il y en a beaucoup. C'est super intéressant. Écoutez, c'est tout ce que je veux dans une vidéo. Donc, allez vous chercher un bon café, des notes pour prendre vos propres notes. Et j'espère qu'on va retrouver Emma Filipov. Restez là. J'en avais déjà parlé dans mes suggestions de podcasts. J'ai écouté plusieurs podcasts sur Emma Filipov, sur le Nighttime podcast. Donc, mes informations viennent de là. Si vous voulez l'écouter, vous allez sûrement retrouver les mêmes informations que dans ma vidéo. Mais il y a vraiment une série sur elle où il interviewe plusieurs proches de Emma Filipov pour nous peindre un portrait de qui elle était ou qui elle est encore aujourd'hui. Et c'est une fille vraiment intéressante, vraiment particulière, vous allez voir. Je vais commencer par vous parler de Emma Filipov, née en 1986 dans la ville de Perth, en Ontario. Emma Filipov, c'était une fille, une fille intéressante. Elle avait 24-25 ans au moment de sa disparition. Elle avait beaucoup de journal intime. Elle écrivait toujours dans ses journaux intimes et c'était super important pour elle. Et ses amis disent qu'elle les avait toujours sur elle, mais jamais, au grand jamais, on aurait eu l'idée de regarder dans ses journaux intimes parce que c'était important pour elle que, c'était sa vie privée, c'est comprenable. Becoming light, letting go of the body for the sky, nowhere else to go but up, over the rainbow, heaven on earth. Elle était extrêmement belle, d'une beauté très naturelle. Elle portait tout le temps la même paire de jeans. D'ailleurs, il y a un de ses amis qui avait dit « Pourquoi tu portes pas des robes ou des jupes comme d'autres filles? » Je pense que ça l'avait insultée. C'était une paire de jeans, baggy. Quand il y avait des trous, elle mettait des patchs dessus. C'était vraiment une fille pas comme les autres. Elle se promenait toujours avec son ukulélé et elle jouait comme toujours les 2-3 mêmes notes ou la même chanson. Là, je pense que... Ouais, c'est ça. Elle aimait être différente des autres. Les parents de Emma s'étaient séparés assez récemment. Elle s'était divorcée. Elle avait une très belle relation avec ses deux parents. Elle habitait chez son père. Elle avait aussi un petit frère qu'elle adorait par-dessus tout. Elle avait une autre sœur aussi. Mais son petit frère, là, c'était quelque chose de spécial. Là. Elle aimait le gâter, elle aimait sortir avec lui, elle s'en occupait, là, c'était son amour. Elle avait aussi un ami du nom de Julien, c'est un Québécois d'ailleurs. De la façon dont il parle d'elle, je pense qu'il était amoureux d'elle. Ils se voyaient assez fréquemment, ils s'entendaient super bien. Selon ce que j'ai entendu, je pense pas que s'était passé de quoi entre les deux, mais lui, définitivement, il voulait que ça aille plus loin. Ils allaient souvent prendre des longues marches ensemble parce que Emma, elle aimait faire ça. Elle partait là, marcher toute seule pendant 2-3 heures. C'était des très longues marches. Et parfois, Julien l'accompagnait. Mais là, ça faisait quelques temps que Emma parlait de quitter l'Ontario et de s'installer à Victoria, dans l'Ouest canadien. Elle voulait partir pour 2011. Elle avait averti Julien qu'elle partirait à cet endroit-là. Donc, elle voulait pas trop s'embarquer avec lui, je crois. Et puis, c'était ça, là, c'était une voyageuse. Elle aimait pas être... enracinée à un endroit en particulier. Elle aimait vraiment la vie de bohème. En automne 2011, Emma est déménagée à Victoria, en Colombie-Britannique, comme je vous ai dit, dans l'Ouest canadien. L'Ontario, c'est un peu plus à l'est. C'est vraiment une très belle ville touristique au bout de l'île de Vancouver. Et c'est super beau, c'est une ville quand même relaxe, là, tu sais, justement, où il y a beaucoup d'artistes, comme, je sais pas, Portland aux États-Unis. Au moment de son déménagement, Emma avait 25 ans. En arrivant à Victoria, Emma a trouvé un emploi dans un petit restaurant de fruits de mer. C'était un restaurant saisonnier, donc quand l'hiver est arrivé, ben là, le restaurant a fermé et elle avait l'intention de retourner au printemps. Mais Emma n'aimait pas vraiment avoir d'emploi stable, fixe. À ce que j'ai lu, là, elle semblait
pas être capable d'avoir des grosses responsabilités. Elle était pas capable même de faire des plans concrets avec ses amis. Genre, elle savait pas ce qu'elle allait faire le lendemain ou dans une semaine. Donc, elle préférait vraiment vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Et ben, c'est pour ça qu'avoir un emploi, devoir être à un endroit à une heure précise, c'était pas son style de vie, c'était pas son mode de vie qu'elle aimait. On pense qu'à Victoria, la santé mentale de Emma s'est détériorée. Pas qu'elle avait des antécédents de problèmes de santé mentale, pas du tout. On ne lui connaissait pas aucune maladie mentale comme de la schizophrénie ou rien, mais on pense qu'à Victoria, il y a quelque chose qui s'est passé et elle a développé une maladie mentale ou sa maladie mentale comme est ressortie. Peut-être qu'on ne l'avait jamais remarqué avant, mais bref. Elle n'avait pas de domicile fixe, elle restait surtout avec des amis. Elle était en colocation avec une amie. Il y a une fois aussi, elle a vécu sur un bateau d'un gars qu'elle avait rencontré, qui est devenu très vite son ami, mais c'est comme ça, là. On pense même qu'elle aurait vécu un petit bout de temps dans une cabane, dans un arbre, là. Donc vraiment, là, elle dormait où elle pouvait, et avant sa disparition, elle restait dans un refuge pour femmes, pour des femmes qui ont besoin d'un endroit où coucher. Il y a un refuge, et elle dormait là souvent, les employés la connaissaient. Emma avait tellement une belle personnalité qu'elle n'avait pas de difficulté à se faire d'amis. Elle s'était fait plusieurs amis à Victoria en assez peu de temps, là, pour avoir des bonnes amitiés. Et ses amis, la façon qu'il la décrit, je pense qu'on peut reconnaître certains épisodes maniques chez elle. Maintenant qu'on regarde là, quelques années plus tard, tu peux dire oui, ok, elle est en train de développer un problème de maladie mentale, sans qu'elle soit diagnostiquée, sans prendre de médication non plus. On voit là, qu'il y a quelque chose qui clochait. Par exemple, elle avait des goûts très particuliers en termes de nourriture. Elle ne voulait rien manger qui provenait d'un arbre. Ça, c'était au début. Après, ça s'est développé qu'elle ne voulait rien manger de fruits et légumes. Et elle a vécu avec une de ses amies pendant un petit bout de temps. Son amie a dit qu'elle mangeait juste des gros bols de popcorn et des olives. C'est tout ce qu'elle mangeait en tout temps. Et elle maigrissait à vue d'œil parce qu'elle était sous-alimentée, évidemment. Juste manger du popcorn, non, c'est pas ça qui te donne des protéines. Et vraiment, elle était très très mince. Et même qu'elle riait avec son amie qu'elle avait regardé des symptômes parce que Emma pensait avoir la gale. La gale, ok? Elle avait regardé des symptômes sur Internet et elle disait à son amie comme en riant ouais, j'ai tous les symptômes là, de la gale. Fait que c'est pas normal, ça. Emma aimait prendre des longs bains de plusieurs heures. Même des fois, elle s'endormait dans son bain. Et elle buvait beaucoup de vodka. Elle gardait sa bouteille de vodka au congélateur. Et des fois, son amie revenait du travail. Et Emma était complètement saoule et elle s'était saoulée seule. Je sais pas, c'est étrange. Il y a un autre ami d'Emma qui a comme parlé d'elle. Il disait que Emma était contre toute forme de drogue, d'alcool et de cigarettes. Elle voulait rien savoir de ça. Donc c'est ça que je trouve ça bizarre. Une amie dit qu'elle était souvent saoule et elle en parle là, elle veut pas comme parler mal d'elle parce que c'était une de ses meilleures amies. Donc je pense que ce qu'elle dit c'est réel, mais peut-être qu'en un an, Emma elle a changé de comportement puis là elle voulait plus toucher à l'alcool, je sais pas. Mais ici là c'est assez bizarre. Emma passait souvent ses journées à la plage et elle avait une attitude comme enfantine quand on voyait des vagues ou un beau coucher de soleil. Elle s'extasiait comme... Son amie disait comme si elle était sous l'influence de la drogue, comme si elle était complètement droguée, là. Elle voyait un coup de soleil, puis c'était comme la fin du monde pour elle, même que ses amis étaient là, ouais, elle est vraiment bizarre, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle a consommé? Mais non, Emma ne prenait aucune drogue. Fait qu'elle était vraiment expressive, là. Bizarre. Pour elle, là, pour ce qu'elle aime, elle vivait sa meilleure vie. Elle a comme changé de groupe d'amis et là c'était rendu qu'elle mangeait juste du poisson matin, midi, soir. Elle ne pouvait rien manger d'autre, juste du poisson. Et elle pratiquait le jeûne, donc il y en a beaucoup qui disent c'est pour ça qu'elle avait un beau teint, elle était radieuse, parce qu'elle pratiquait le jeûne ou presque, là, tu sais, juste manger du poisson. En tout cas, ça c'est ce que son amie dit sur elle. Depuis février, Emma vivait dans un refuge pour femmes, comme je vous ai dit. Elle y allait comme on and off. Des fois, elle était plusieurs nuits à y passer. Donc, je pense que tu peux pas passer plus de 7 nuits de suite, par exemple. Quelque chose comme ça. Donc, elle y allait la limite du temps. Après, elle fait des mois sans retourner. Des fois, elle retournait juste pour une nuit. Des fois, elle allait dire un petit coucou. Mais c'est un endroit qu'elle visitait, si on veut, assez fréquemment. Ensuite, Emma allait souvent dans une bibliothèque qui était proche du refuge, si j'ai bien compris.
Et elle y allait pour utiliser les ordinateurs et l'Internet parce que Emma, en 2011, là, on avait des téléphones cellulaires, mais Emma était vraiment contre ça. Elle voulait rien savoir d'un téléphone cellulaire, fait que son seul moyen de communication, c'était d'envoyer des emails à sa famille, ses amis. Elle se communiquait avec sa mère une fois par mois. Moi, je trouve ça très peu. Moi qui habite à l'extérieur, je trouve ça très peu, mais Emma, elle avait toujours été comme ça. Elle est très, très, très indépendante et sa mère, qui l'aime beaucoup, et ça a l'air une excellente mère, elle donnait l'espace que sa fille voulait. Jamais sa mère, elle a douté que sa fille vivait dans un refuge ou jamais Emma parlait de ça, puis sa mère pensait que tout allait bien réellement. Les emails que Emma envoyait étaient toujours ils disent scriptés. C'était toujours des poèmes. C'était jamais concret. J'ai entendu dans le podcast, une de ses amies, elle dit, Emma lui avait dit, je m'ennuie de toi, j'espère trouver un oiseau gigantesque puis voler à toi pour aller te voir. Tu sais, vous voyez le style, c'était super... C'était imagé beaucoup. Et selon ce que Emma disait, tout allait vraiment bien, là. Elle n'entrait pas dans les détails de sa vie, mais il n'y avait rien qui clochait. Comme je vous dis, Emma était très, très privée et sa mère respectait ça. C'est pour ça qu'elle lui en demandait pas plus. Elle pensait qu'elle vivait avec son amie en colocation. Jamais elle a su qu'elle a vécu sur un bateau et tout. Et vraiment, tout l'entourage d'Emma parle beaucoup de son besoin de vie privée. C'était quasiment paranoïaque. Bon, ses journaux intimes, il n'y a jamais personne qui pouvait s'approcher de ça. Ou il y a une de ses amies, elle disait même quand elle habitait à Perth, quand elle était plus jeune, par exemple, Emma disait demain je vais passer la journée avec mon père, on va faire telle activité. Et ensuite elle dit à son amie, mais dis-le pas à personne. Et son amie était comme genre, qui s'intéresserait que je dise ah, Emma a vu son père puis elle a fait telle activité. Elle disait oui, là, inquiète-toi pas, je dirai pas ça à personne. Mais elle était toujours comme ça. Si elle disait quelque chose, elle disait à son amie, dis-le pas à personne. Comme elle avait peur un peu que les gens connaissent sa vie privée. C'est étrange, ça aussi. Donc, je vous ai fait un peu le portrait de Emma Filipov. Je pense que ça vous donne une bonne idée de la personne, mais aussi de son état mental. Maintenant, je vais vous parler de sa disparition. Le 23 novembre 2012, 5 jours avant sa disparition, on voit Emma qui entre dans un YMCA pour une inscription. Là. Elle allait poser des questions. Et elle entre et elle sort de l'endroit 6 fois en quelques minutes. On dirait qu'elle évite quelqu'un, on dirait qu'elle a peur de quelqu'un. C'est vraiment... Ça, c'est étrange, cette vidéo-là. Regardez ça. Quelques jours avant sa disparition, Emma a appelé sa mère au milieu de la nuit en pleurant. Elle disait qu'elle n'allait vraiment pas bien et elle demandait à sa mère si elle pouvait retourner à la maison, à Perth, en Ontario. Sa mère était là. « Oui, Emma, viens-t'en, pas de problème. Oui, inquiète-toi pas. » OK, c'est bizarre parce que, comme je vous dis, elle appelait rarement sa mère. Elle communiquait surtout par email. Et l'appeler au milieu de la nuit en pleurant, c'était pas vraiment le style de Emma. Sa mère... Elle a été assez paniquée, mais elle a dit « Ok, ma fille s'en vient, il n'y a pas de problème. » Et là, finalement, il s'est entendu que la mère de Emma allait aller voir Emma à Victoria. Et elle a dit « Je m'en viens, écoute, je prends le premier vol et je m'en viens. » Plus tard, Emma a rappelé sa mère pour lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait pas besoin de venir la voir, que tout était réglé. C'est pas très clair, mais je pense qu'elle aurait appelé sa mère plusieurs fois en faisant genre « Oui, viens, s'il te plaît, finalement, j'ai besoin de toi. » Après, ne viens plus, s'il te plaît, ça va. Je pense qu'elle l'a fait plusieurs fois comme ça. Puis sa mère a dit, écoute, il y a de quoi qui va pas, là. Elle a acheté un vol, puis elle a dit, je m'en viens de voir, peu importe là, les circonstances, je m'en viens. J'arrive demain. OK? Le 28 novembre, à 8h30 le matin, on a vu Emma entrer dans un 7-Eleven pour s'acheter un téléphone prépayé. Et comme je vous dis, Emma n'aimait pas du tout des téléphones cellulaires. Hein, je vous rappelle qu'elle était contre ça. C'est hors de l'ordinaire qu'elle aille s'acheter un téléphone. Ça, c'était le matin.
tard dans la soirée, elle retourne au même 7-Eleven et s'achète une carte de crédit prépayée de 200 $. Et encore là, cette vidéo est très troublante parce qu'elle semble soit attendre quelqu'un ou avoir peur de quelqu'un. On dirait qu'elle essaie de fuir une personne. Regardez cette vidéo, elle a vraiment été étudiée par plusieurs personnes, c'est troublant. Vers 18h, on s'entend que la mère d'Emma s'en venait et Emma savait que sa mère s'en venait. Vers 18h, Emma est allée chercher ses trucs au refuge. Elle a appelé un taxi. Elle était embarquée dans le taxi. Et elle a demandé au taxi combien ça coûtait pour aller à l'aéroport. Et le taxi a dit, bon, ça coûte tant. Et elle a dit, j'ai pas l'argent. Donc le taxi a dit, ben écoute, désolé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis elle a demandé au taxi, est-ce que je peux rester quelques minutes dans ton taxi? Puis il a dit oui, là, jusqu'à mon prochain appel, ça me dérange pas. Elle est restée, là, le taxi a pris son prochain appel, donc elle a été forcée de quitter le taxi. Et c'est étrange parce que Emma avait sa carte prépayée de 200 $. Donc pourquoi elle a dit qu'elle avait pas d'argent et pourquoi elle voulait aller à l'aéroport? Est-ce qu'elle voulait aller rejoindre sa mère? Est-ce qu'elle voulait elle-même quitter? Est-ce qu'elle voulait partir pour l'Ontario? On ne sait pas. Quelques minutes plus tard, un ami, ou une connaissance d'Emma, c'est pas vraiment un ami proche, a aperçu Emma nu-pied dans la rue devant l'hôtel Empress. Rappelez-vous que c'est le mois de novembre au Canada, ok? C'est très très froid pour être nu-pied, tu peux tomber malade. Son ami est allé la voir et Emma était au coin d'une rue, comme prête pour traverser la rue, mais elle ne traversait pas la rue. Son ami s'est approché, il dit « Ça va Emma? » Puis elle dit « Oui, ça va. » Mais elle regardait comme partout. Elle semblait avoir peur de quelque chose. Il a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit? » Et elle a répondu que non. Il restait une trentaine de minutes avec, mais elle était comme pas là. On dirait qu'elle répondait pas clairement à ses questions. Il a demandé si elle avait besoin d'aide et tout. Elle a dit que non. Donc, il est allé dans un restaurant et il a appelé la police. Parce qu'il était pas assez proche d'elle pour prendre une décision pour elle, pour dire « Viens avec moi, je te sens pas en sécurité. » C'était vraiment juste une connaissance. Donc, il a appelé la police. Il dit « Venez vous en, regarde, cette fille-là, elle semble pas bien aller. » La police s'est présentée sur les lieux. Ils ont parlé 45 minutes avec Emma. Et malheureusement, ils l'ont laissée là au coin de la rue. Sa mère est tellement fâchée par rapport à ça parce qu'elle dit... Ils ont demandé si elle était suicidaire, si elle pensait faire du mal à quelqu'un. Mais tu sais, tu vois une jeune fille de 25 ans au milieu de Victoria, nu-pied, le soir en plein mois de novembre, ça peut être dangereux pour elle, là. C'est pas sécuritaire. Tu peux l'amener dans ta voiture et la ramener au refuge, dire « Tu vis où? On te ramène chez toi. » Sa mère est vraiment horrifiée de la réaction des policiers. Mais pour les défendre, j'ai entendu dans un podcast que ça disait « Oui, mais les policiers, ils peuvent pas juste embarquer des gens comme ça. Ils peuvent se mettre dans des problèmes eux-mêmes. » En tout cas. Where are you going? You're not wearing shoes. Her response was, I'm working through some things right now. I'm just going for a walk, and then I'm going to go to a friend's house. They asked her some fairly pointed questions about her well-being. Are you feeling depressed or sad? And she said no, she wasn't. They asked her very specifically, are you feeling suicidal at all? Are you feeling not healthy? And she said no, and they also asked her about feeling homicidal. Are you feeling like you could do something to somebody else? And she said no. Le moment où on l'a vue au coin de la rue, il était environ 20h. Et sa mère s'est présentée au refuge vers minuit. Personne ne savait où elle était. Donc, elle a manqué sa fille de 2-3 heures. Là. Et vers minuit, justement, on l'a reportée comme étant disparue. Et donc là, on s'est mis en marche dans une enquête. On a retrouvé la voiture de Emma dans un stationnement d'hôtel. Ça contenait tous ses effets personnels, son passeport, ses cartes, son ordinateur portable, ses journaux intimes, des vêtements. Donc on se dit, elle aurait jamais quitté le pays, si c'est ce qu'on pense qu'elle s'est enfuie, elle aurait jamais quitté le pays sans son passeport, non? Les policiers se sont pas vraiment alarmés par
le fait d'avoir retrouvé sa voiture parce qu'on pense que elle se servait de sa voiture comme pour garder ses choses, ses effets personnels parce qu'elle n'avait pas de domicile fixe et ça faisait plusieurs journées que la voiture était là. C'était normal pour Emma de garder ses choses dans sa voiture. Ensuite, on a retrouvé 7 lettres dans son ordi. To everyone. From dead Emma. Hello. I figure someone will be on this computer at some point and will read this. Okay, so I'm dead. Floating about on energy or not, watching dying stars, reviving stars, and dreaming milky dreams and shadow dancing on your timelines or whatever. Good luck, every heart. I love you. M. Donc évidemment qu'on a entendu parler de cette lettre-là, on a eu peur que ça soit un suicide. On a fouillé toutes les eaux de Victoria parce que c'est au bout d'une île, là, fait que tout le port et tout, mais on n'a rien trouvé vraiment. Là. Plusieurs spécialistes ils disent que presque à chaque fois que quelqu'un se suicide à Victoria dans cet endroit-là, le corps remonte comme toujours à la surface. Ça arrive comme 99% du temps qu'ils retrouvent le corps, mais dans ce cas-ci, on n'a pas trouvé de corps de Emma, fait que on pense pas que ça soit un suicide à cet endroit-là, du moins. Plusieurs psychologues qui ont analysé comme sa disparition, eux, ils pensent pas que ça soit un suicide parce qu'elle avait pas le comportement d'une personne suicidaire. Même avec cette lettre-là, c'est plus une lettre poétique, là. C'est pas une carte de suicide, une lettre d'adieu. Surtout le fait qu'elle s'est acheté un téléphone prépayé, une carte de crédit, fait qu'ils pensent pas vraiment que le suicide soit une bonne hypothèse. Ensuite, on s'est retourné vers Julien, l'ami de Emma, que je vous disais que c'était un Québécois. C'est étrange parce que quelques mois avant la disparition de Emma, il a envoyé ce email-là par Facebook au père de Emma. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai quitté l'Ontario fin août et j'ai pris un autobus pour Victoria. J'ai pensé que ce serait une belle place pour faire du vélo à l'année, pour ramer et beaucoup d'opportunités pour travailler du bois. Il y a quelques semaines, je ne pouvais pas y croire quand j'ai croisé Emma près de mon travail. Je sais qu'elle était dans l'Ouest canadien, mais elle aurait pu être n'importe où. Je croyais que lors de son départ de Perth, c'était la dernière fois que je la voyais. Tu dois savoir aussi que j'étais assez intéressée à elle durant l'été et je suis désolée de ne pas avoir mieux géré la situation et j'étais probablement énervée avec tous mes appels. Elle était très surprise de me voir à Victoria et avec raison, mais elle avait l'air heureuse de me voir. Je lui ai dit où je travaillais et que si elle voulait me voir, elle savait où me trouver. La dernière chose que je veux est de la stalker comme je l'avais fait antérieurement. J'espérais qu'elle viendrait me voir au travail pour l'inviter dans un concert jeudi prochain. J'aimerais beaucoup que Emma m'accompagne. C'est vraiment bizarre parce que Julien a envoyé ce email-là au père de Emma par Facebook, comme je vous dis, avant la disparition et le père d'Emma, il a juste aperçu ce message-là après la disparition parce que des fois, tu reçois des messages sur Facebook d'une personne qui n'est pas dans tes amis, fait que c'est comme difficile de trouver ce message-là, de le voir. Donc là, ça a été assez bizarre, ça a comme alarmé les policiers parce que Julien dit « Je suis désolée d'avoir stalké ta fille comme je l'avais fait auparavant. » Et qu'est-ce qui est bizarre aussi, c'est que Julien, c'est un Québécois, il habite en Ontario, il connaît Emma. Emma déménage à Victoria et ensuite, comme par hasard, pour faire du vélo à l'année, qui dit Julien décide de déménager au même endroit où habite Emma. Et ensuite, il la croise par hasard près de son travail. Il dit oui, c'était vraiment un drôle d'hasard de la voir. J'avoue que c'est vraiment louche. Ça lève de gros doutes sur Julien. Par contre, pour défendre Julien, ok, oui, il y a beaucoup de choses, de coïncidences qui jouent contre lui, mais par contre, pour le fait de stalker, comme il dit, la langue maternelle de Julien, c'est pas l'anglais, c'est le français. Et je sais qu'au Québec, on dit beaucoup « Ah, genre, je t'ai tellement stalké hier, tu sais, dans le sens que j'ai regardé ton Facebook. » Tu sais, on prend ce terme-là comme à la légère. Mais aux États-Unis, pour des policiers, dire « J'ai stalké ta fille », c'est genre... Il l'observait avec des jumelles, ok? Fait que je pense que Julien a mal utilisé cette expression-là. Je pense qu'il voulait dire ça à la blague, genre « Oui, j'appelais souvent chez vous dans ce temps-là, je suis désolée d'avoir stalké. » En tout cas, je sais pas si vous comprenez où je vais en venir parce que Julien voulait juste dire à son père « Je m'excuse d'avoir autant appelé chez vous parce que je sais qu'il appelait souvent. » Puis dans ce temps-là, tu sais, c'était pas vraiment les cellulaires. Fait qu'il appelait « Est-ce que Emma est là? » « Non, Emma est pas là, tu peux rappeler dans 10 minutes. » Là, il rappelait dans 10 minutes. Je pense qu'il était très insistant. Je pense qu'il était surtout amoureux d'elle. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose à voir avec la disparition de Emma, même s'il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui. Mais aussi, d'un autre côté,
Genre, il se présente à Victoria, il la voit quelques semaines avant sa disparition, quelques mois, et paf, elle disparaît au moment où lui, il déménage là. C'est vrai que c'est très louche. Il a passé le polygraphe, le détecteur de mensonges, et il l'a réussi avec succès. Donc, il a été éliminé comme suspect et à vrai dire, on n'a pas vraiment de preuves contre lui, fait qu'on peut pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, Julien a beaucoup aidé avec les recherches de Emma. Ça veut rien dire non plus parce que souvent, le tueur même aide durant les recherches. Je pense pas qu'il soit coupable, je pense qu'il est juste pas tombé dans un bon timing. Le moment où il déménage là, elle disparaît, mais c'est ça, c'est peut-être juste des coïncidences. Ensuite, une semaine après la disparition de Emma, on se rend compte qu'il y a eu une activité sur sa carte de crédit prépayée. Quelqu'un aurait acheté des cigarettes. On retrouve cette personne qui a acheté les cigarettes et il dit qu'il a retrouvé la carte de crédit à quelques kilomètres de Victoria, dans un petit chemin là, comme une piste cyclable. Il l'a retrouvé là et il s'en est servi tout simplement. L'homme a été aussi soumis à un détecteur de mensonges qu'il a réussi. Donc on pense qu'il n'y a rien à voir avec la disparition d'Emma. Parce que c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre qui aurait fait du mal à Emma et ensuite il aurait juste jeté sa carte sur le bord de la route comme ça. Ça veut rien dire. C'est peut-être elle aussi en partant qui a juste jeté la carte pour comme brouiller les pistes. En juillet, la même année, on a envoyé une photo de cette personne qui était assise dans un café à Vancouver. Regardez la photo. C'est fou, même les parents disaient c'est Emma, ça y est, on l'a trouvé. Mais malheureusement, quelques mois après, la femme a contacté la famille d'Emma, elle a dit oui, c'est moi sur la photo, je ne suis pas Emma. Arrêtez de vous faire comme des faux espoirs. Désolée, là, mais c'était pas elle. Mais c'est triste parce qu'elle était tellement identique. Dans la tête des parents, c'était sûr que c'était elle, puis bingo, ils l'avaient trouvée. La mère d'Emma, c'est comme elle qui gère comme toute l'enquête. Elle s'est présentée à Vancouver avec des photos d'Emma. Elle a demandé à plusieurs personnes qui vivent dans la rue parce qu'on pense que peut-être qu'Emma aurait un épisode de maladie mentale. Et vu qu'elle est pas soignée, elle se serait comme vraiment enfoncée dans son épisode manique. Peut-être qu'elle sait plus qui elle est, peut-être qu'elle vit dans la rue, peut-être qu'elle sait même pas qu'elle est portée disparue, peut-être qu'elle sait même pas qu'elle s'appelle Emma. Je sais pas si t'es pas soigné, peut-être que tu t'enfonces très profond puis c'est comme impossible de te sortir de cet épisode de maladie mentale là. Peut-être qu'elle a été confrontée à de la drogue ou on sait pas. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à Vancouver qui disent avoir vu Emma, qui sont sûres à 80% que c'était elle, mais on n'a pas de preuves. Un peu plus tard, ça c'est aussi étrange, il y a un homme qui est entré fâché dans un magasin où dans la vitrine à l'avant, il y avait une photo d'Emma qui disait genre portée disparue. L'homme est entré dans le magasin, il y avait la photo, l'affiche en boule, il était fâché et il a dit au commis, genre aucun rapport, il a dit au commis, cette fille-là elle est pas portée disparue, c'est ma petite amie, puis elle veut juste plus rien savoir de sa famille, arrêtez de nous harceler. Quelque chose comme ça. Regardez la vidéo. Les policiers ont longtemps cherché c'était qui le fameux homme au t-shirt vert. Personne n'a été capable de l'identifier ou lui, sûrement qui s'est vu sur des affiches puis il a dit écoute, je veux rien dire. On pense que c'est un homme fou, tout simplement, qui veut peut-être attirer l'attention parce que ça n'a pas rapport, là, tu sais, les employés du magasin, là, ils s'en foutent là, que tu leur dises que Emma c'est ta petite amie, ils doivent même pas savoir c'est de quoi tu parles. Il a juste pris la photo qui était sur la vitrine du magasin. Fait que l'homme au t-shirt vert est recherché. Ça se peut qu'il y ait de quoi avoir avec la disparition de Emma. Mais tu sais, on peut pas le prouver malheureusement. Après, il y a cette fameuse photo sur Facebook qui est sortie. Beaucoup pensaient que c'était Emma. Il y a des recherches qui ont été faites et cette jeune femme était une autre personne portée disparue qu'on a retrouvée. C'est assez fou. Elle a été mise en contact avec sa famille et on n'a pas vraiment eu de nouvelles, mais en cherchant Emma, on a retrouvé une autre personne. Ça, c'est incroyable. Et je pense que ça a sûrement donné de l'espoir aux parents que c'est possible de la retrouver. Donc, il y a plusieurs théories, soit que Emma s'est suicidée, soit qu'elle a décidé de refaire sa vie ailleurs. Je sais pas comment, sans son passeport. C'était en 2011, là, ça fait 7 ans de ça. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui contactent la famille pour dire
qu'ils ont aperçu Emma, mais ça c'est comme dans toutes les histoires de disparition, on pense toujours voir la personne, mais sans preuve concrète, sans photo, ben c'est difficile. Et on pense que peut-être qu'elle aurait essayé de s'enfuir, peut-être qu'elle aurait été victime d'un tueur, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui aurait comme profité de sa vulnérabilité pour lui faire du mal, pour la tuer, ou pour la garder captive à quelque part. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui est arrivé à Emma Filipov? Aujourd'hui, Emma aurait 32 ans et sa famille dit qu'elle est comme caméléon parce que dès qu'elle change sa coiffure, son style de cheveux, sa couleur de cheveux, on dirait que c'est une toute autre personne. C'est difficile à reconnaître sur différentes photos. C'est vrai qu'elle semble changer beaucoup. Donc ça, c'est l'histoire de Emma Filipov. C'est vraiment un gros mystère parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est morte, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est encore en vie. Je parlais d'elle avec ceux de Distorsion et les gars, eux, ils pensent qu'elle est décédée malheureusement. Moi, j'ai comme l'impression qu'elle est encore en vie. Sinon, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.